j'ai quand même conscience que c'est parti quand même vite et qu'on est sur des moyennes horaires qui sont assez élevées. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de me concentrer sur mon hydratation et sur mon alimentation. Et j'ai déjà conscience qu'il y a un de nous ou même deux ou trois qui vont complètement exploser à un moment parce que c'est un rythme qui est vachement élevé avec des coureurs qui ont plus tendance à courir 70-80 km et j'avais presque l'impression qu'on était parti sur une course comme ça, quoi. Alors que derrière, en fait, on arrive kilomètre 70, comme tu dis, et il reste 10 km assez fluide, puis après, on prend presque 4 fois 1000 mètres, quoi. Avec des descentes qui sont loin d'être évidentes, très techniques, le plus technique, même la dernière est hors sentier. Donc là, je me dis, ouais, ça va, des bouchons de champagne, il y a tout qui va péter. Donc, je me dis, bon, faudrait pas que je sois aussi dans le lot, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir dans cet épisode le parfois fantasque et toujours fantastique Germain Grangier. Germain est un athlète et sportif multidisciplinaire accompli et dont l'incroyable talent n'est plus à démontrer. Figure à part dans le monde du trail, il s'y signale par les performances qu'il a réalisées jusqu'ici sur des formats courts comme sur des formats 100 miles. Germain met un point d'honneur à conjuguer la rigueur et l'engagement indispensables pour atteindre un tel niveau, à beaucoup de légèreté, d'humour et de recul sur la discipline et la place qu'il y tient. Germain nous embarque avec lui aujourd'hui au cœur des Alpes-Maritimes, sur les sentiers de l'UTCAM, une des rares épreuves qui réussit à survivre à cette malheureuse hécatombe de course de l'année 2020. Il y court pour l'occasion et pour son plus grand bonheur, à domicile, sur un terrain dont il connaît bien la teneur, mais aussi l'extrême niveau d'exigence. J'ai passé un moment super agréable à échanger avec Germain, une personnalité très spontanée, attachante et qui prend soin de ne jamais se prendre trop au sérieux, comme vous allez vous en rendre compte dans cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus. Germain va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique, Mercantour d'honneur. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Germain, je suis ravi de te recevoir dans ce 39e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Bonjour, merci à toi de me recevoir. Écoute, le soleil brille sur les montagnes des Alpes-Maritimes, donc tout va bien. Moi, je suis au Pays Basque, tu vois, il faisait beau il y a 10 minutes, là il fait nuage, et il fera probablement beau dans 10 minutes et nuage dans 20. D'accord. Mais bon, oui. Voilà. Mais oui. C'en est fini de cet épisode du bulletin météo. Allez, on se lance. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, Germain, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, parce qu'il y en a peut-être? Oui, alors Germain Grangier, 31 ans désormais. J'habite les Alpes-Maritimes, Isola, en fait, une station de ski des Alpes du Sud-Est, je veux dire. Même les Alpes du Sud, c'est mieux, parce que les Alpes du Sud-Est, c'est un petit peu trop concis comme localisation. Alpes du Sud-Est oriental. Voilà, voilà, parce que on aime bien être précis, en fait. Et du coup, à la base, je suis ingénieur géologue de formation, métier que j'ai jamais expérimenté au final. J'ai juste le diplôme. Et voilà, un amoureux de la vie et des grands espaces. Et du sport, donc, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans ta vie quand tu étais plus jeune, enfant ou ado ? C'était quoi tes sports de prédilection à l'époque ? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier dans la pratique sportive ? Moi, dans ma pratique sportive, j'ai de suite, c'est mes parents qui m'ont de suite mis sur les skis, étant donné qu'en fait, qu'on habitait et que j'ai vécu toute mon enfance dans la station des Deux Alpes en Isère. Donc du coup, j'ai appris à skier avant de marcher même. Du coup, ils me lançaient un petit peu dans une pente comme ça les faisait marrer. J'ai quelques vidéos comme ça
Peut-être ça me faisait pas marrer, mais en tout cas, je me rappelle pas. C'était mon premier sport, le ski alpin. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du ski alpin, mais c'était du jeté d'enfants d'en haut d'une pente et réception à la fin. Sans casque, évidemment, à l'époque. Sans casque, non, non, ouais, sans casque, mais avec des lunettes vraiment rétro, quoi. Hein. C'est assez choquant, mais quoi qu'au final, les modes reviennent. Hein. C'est des cycles. Exactement. J'ai l'impression qu'elles sont de nouveau tendances maintenant. Un petit peu cette forme. C'est plus la bonne taille, par contre. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, ski alpin. Puis après, avec le déménagement de mes parents sur la Côte d'Azur, bah, ski nautique. Non, je rigole. Du coup, plutôt VTT, cross-country, puis vélo de route. Puis ensuite, ouais, j'ai basculé plus sur du trail. Bon, en même temps, je faisais un peu de montagne, ski de rando, etc. Mais quand je faisais du vélo, j'avais pas trop le temps de faire ce genre de sport. Et puis là, ouais. Voilà. Le vélo qui a tenu quand même là-dessus, tu l'évoques très brièvement, mais ça a tenu quand même une place assez centrale dans ta vie et tu as été à des niveaux quand même très relevés. Bah alors oui, en fait, j'étais en sport-études au lycée, ça s'appelle Don Bosco à Nice en fait, où on avait la possibilité de s'entraîner 3 jours sur 5, toutes les après-midi. Du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment pu faire du vélo de façon assez soutenue. Du coup, 3 après-midi par semaine et le week-end. Donc, je commençais par le cross-country. Donc, je sais pas si c'est un peu familier pour tout le monde. C'est un mix de montée-descente sur des formats de 1h30 à 2 heures, assez punchy. Bah, c'est la discipline olympique avec le juste aux Jeux Olympiques, voilà. Hein, Germain, reprends-toi. Donc du coup, c'est ça. Et ensuite, il est très tôt. Voilà, c'est ça. Et ensuite, bah, j'ai basculé sur du vélo de route parce que j'avais envie de tester quelque chose qui avait un peu plus de vitesse et puis l'attrait un petit peu du vélo de route, du Tour de France, etc. Et donc oui, c'est vrai que j'ai fini ma session vélo. Je pense que j'ai presque fait 10 ans de vélo. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Et est-ce que la course à pied, elle est venue en complément ou elle est plutôt venue à la place? Alors oui, l'hiver, généralement, en vélo, on coupait à peu près 2-3 semaines, c'est-à-dire plus de vélo pendant 2-3 semaines, et on s'amusait un peu à aller courir. Alors là, c'était très rigolo parce que ça durait très peu longtemps, et on était en croix complètement. On se disait, mais comment les gens font pour faire des jogging, quoi? Parce que nous, on faisait 5 kilomètres. Forcément, t'es toujours sur une machine, vraiment dans une discipline où tout est lissé. Le seul choc que t'as, c'est quand tu descends le trottoir au début de ta sortie, quoi. Et là, bah, tu te mets à voir, je sais pas, une centaine de chocs, même 1000 en une demi-heure, et tu dis waouh, c'est complexe. Du coup, ouais, voilà, on faisait quelques jogging, puis après on revenait vite au vélo. Et voilà, donc du coup j'ai fini. Donc ça n'a pas été un coup de cœur, c'était plutôt presque un devoir. Ouais, c'était pour faire autre chose. Après, c'est vrai que j'aimais bien faire plutôt des choses comme des randos à pied. Après, j'essayais un petit peu de faire du ski de rando pendant l'hiver, mais c'était pas très grandement apprécié par les staffs parce qu'il y avait pas mal de risques de se blesser. Enfin, c'était vu comme un sport assez à risque et comme des risques inutiles pris pour la saison en fait. Donc quand j'y allais, c'était un petit peu genre en mode underground. Il n'y avait pas tes parents qui te poussaient dans les pentes, non? Non, là cette fois-ci non, mais du coup ouais, j'allais plutôt en montagne en mode en mode underground quoi. J'aime bien ce mot-là. Undercover. Ouais, c'est bien. C'est bien. Un pirate. Voilà, c'est ça. Et t'as jamais eu d'accident qui t'ont porté préjudice? Non, bah du coup non, voilà, j'en faisais un petit peu je sais pas les débuts d'hiver, puis après le vélo et c'est tellement d'heures d'entraînement parce que forcément il n'y a pas ces chocs, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour faire autre chose et il fallait quand même rester pas mal sur la côte l'hiver pour pouvoir faire du vélo. Donc voilà, pas mal d'années vélo qui m'ont mené jusque la DN1 à Aix-en-Provence qui est en gros le plus haut niveau amateur en vélo, et là je me suis très vite blessé et du coup voilà, blessure qui en fait est une endofibrose, qui est un problème à l'artère iliaque.
qui a mis du temps à se faire diagnostiquer. Et bon, j'avais déjà eu 2 opérations des genoux avant. Et c'était un petit peu l'opération de trop pour moi, surtout à la vingtaine d'années, devoir toucher une artère. Je me rappelle, j'étais pas très chaud pour faire cette opération. Mes parents non plus. Faire un pontage sur une artère à 20 ans, je me suis dit, oh là, peut-être je vais réserver ça pour plus tard, quoi. Donc ça a laissé de la latitude quand même pour que tu te consacres un peu plus à la course à pied. Il n'y avait pas d'incompatibilité ou est-ce que tu as dû marquer une coupure? Bah alors au début, j'étais assez frustré, surtout pendant tout le moment où je cherchais l'origine de cette douleur, parce que en fait le fait tu n'as pas assez de sang dans la jambe puisque l'artère se spasme et s'épaissit. Du coup, c'est une espèce de grosse crampe dans toute la jambe qui arrive quand quand tu passes une certaine fréquence cardiaque, en fait, quand tu commences à être en aérobie, etc. Du coup, au début, c'était assez frustrant parce que je comprenais pas d'où ça venait. Du coup, je faisais beaucoup d'ostéo, d'étirements, etc. Mais ça marchait pas. Et oui, quand il y a eu le mot sur la blessure et en fait cette lourde opération, bon, j'ai essayé de vite tourner la page, mais ça a été assez compliqué. Et j'avais la chance d'être un petit peu toujours dans cette dynamique de sport et d'études. Du coup, j'étais en licence maths physique. Du coup, j'ai fini cette licence au moment de la blessure. Et là, c'était je vais arrêter le vélo. Et du coup, je me dis je vais en profiter pour finir mes études et faire des études d'ingénieur en géologie et d'aller sur Grenoble, quoi. À ce moment-là, j'étais toujours sur la Côte d'Azur. Et donc c'est un petit peu ce moment où j'ai eu la blessure, je me dis ok, j'étais toujours en mode sport-études, ok, je vais finir mes études et puis rentrer dans un chemin plus classique, quoi. À ce moment-là, je me suis dit allez, feu. Du coup, je me retrouve à Grenoble en train de faire des études d'ingénieur sur les cailloux, quoi. Et donc le trail petit à petit a pris de plus en plus de place dans ton quotidien et tu as commencé à te frotter à tes premières courses et tes premières compétitions? Bah ouais, c'est ça. Alors petit à petit, c'était pas vraiment des compètes, c'était au début, ouais. En fait, il y a une espèce pas une espèce, il y a une communauté assez montagnarde à Grenoble, et des gens qui habitent dans la ville et qui vont un petit peu sur les sommets aux alentours. Il y a pas mal de choix. Et c'est vrai que pour eux, je pense qu'il y a mis un peu de temps à refaire une compète. Et puis il y avait une espèce de challenge autour de Grenoble qui s'appelle le Grésivaudan Express. Grésivaudan, c'est la vallée de Grenoble, où chaque mercredi soir, un peu en mode off, il y avait des verticales. Mais carrément en mode off, hein, c'est super sympa. Mais au final, on se retrouvait des fois, on était une centaine au départ. Et puis il y a un gars qui dit bon allez 3, 2, 1, top, et on y va tous et chacun avec sa montre et tu l'arrêtes en haut et arrivé en bas tu remplis ton temps sur une feuille et avec un chemin qui est libre. Ouais, en fait c'est ça qui est marrant en fait, c'est que le but c'est d'aller en haut de la montagne mais tu passes par où tu veux, il y a pas de balisage ni rien. Et c'était super marrant parce que il y avait des gens qui venaient même la veille mettre des cordes fixes dans des passages un peu plus exposés pour gagner 32 secondes. Et c'était énorme parce que des fois tu te retrouvais derrière un groupe, enfin devant un groupe, puis tu faisais 3 lacets et les mecs ils étaient devant toi après. Et j'ai trouvé ça super marrant. C'était vraiment un concept rigolo. Et comme ça, je me suis pris au jeu de refaire un petit peu de compétition, mais en mode tranquille. En plus, c'était des montées, donc du coup, moi, j'avais pas la descente qui allait me détruire les articulations, puisque j'étais vraiment pas coureur. Et donc voilà, j'ai un petit peu pris goût au trail comme ça. Et du coup, puis j'avais beaucoup moins de temps. En fait, je faisais beaucoup plus d'études. J'avais plus du tout d'études aménagées. Bon, après, c'est pas pour ça que quand il faisait beau, je faisais péter une journée de cours pour aller skier, tu vois. Mais c'était marrant parce que le prof en école d'ingé, il dit tiens, c'est marrant, il a neigé, il fait beau aujourd'hui, il y a pas Germain, François et Christophe. Et du coup, c'est parce que c'était plus très underground, t'es sorti là, ça commençait à se voir. Non, et puis on revenait avec la marque de bronzage et il dit alors, c'était bien hier. Bon, du coup, voilà, c'était des bonnes années. C'était pas les lampes à UV de la bibliothèque pour tes révisions, c'était pas ça? Non, mais du coup, c'était marrant parce qu'on était toujours une petite clique à partir comme ça.
faire des espèces d'escapades. Et ouais, voilà, c'était plus dans ce délire-là. Bon ben, voilà, la neige est bonne, on y va. Ok, il y a un truc bien à faire, on y va. Et puis la compétition est venue petit à petit. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, je vais essayer de courir un peu plus longtemps. Ou du coup, je courais avant les cours, j'arrivais un peu en retard aux cours. Et le prof me disait, bah Germain, faut se lever le matin. Je dis ouais. du coup, voilà, je courais un petit peu et j'ai vite saisi que j'avais pas du tout de châssis de coureur parce que j'ai vite eu pas mal de tendinites, des choses comme ça, assez rapidement, quoi. Je courais 10 bornes sur le plat et même 20 et je revenais, j'avais des tendinites partout. Je dis oula, en fait, je sais pas courir, quoi. Enfin, j'ai pas du tout de technique de course à pied puisque on m'a pris sur un vélo, on m'a pris sur des skis, sur des sports portés et on m'a dit ok. Je me suis dit ok, maintenant vas-y cours. Du coup, pas mal d'endurance et on va dire Et t'as eu un entourage autour de toi pour te faire évoluer sur justement la partie plus technique? Non, non, au début non, j'étais vraiment en autodidacte. Je me disais ok, bon, je faisais mes footings beaucoup trop vite. Je faisais des footings à 15 à l'heure que je fais même pas maintenant, quoi. Parce que juste, je pensais que c'était comme le vélo, quoi. Voilà, il faut courir, les gens ils courent, et je me disais, waouh, ils font 100 km, comment ils font, quoi. Du coup, tu raisonnes un peu comme dans le vélo, t'en fais un peu plus, mais bon, ça passe pas, quoi. Donc petit à petit, voilà, ouais, je vais avoir pas mal de blessures, de TFL, de choses comme ça. Et donc là, je me dis, bon, ok, je vais essayer de structurer un peu plus ça et voilà, je rencontre un ami via le team Garmin, parce que je rentre dans le team Garmin qui est managé par Seb Camus, qui est quelqu'un qui habite dans les Alpes-Maritimes aussi. Du coup, on se connaissait, on se croise et puis voilà, ça a matché. Et puis il me dit ouais, bah écoute, si tu veux essayer de commencer un petit peu dans le trail, bah pourquoi pas venir avec nous. Et puis ça va te donner une petite dimension de comment ça se passe, etc. Et du coup, voilà. J'allais faire 30 km avec eux, j'étais out pendant un mois, quoi. Donc du coup, voilà, il a fallu que je sois plus progressif et j'ai rencontré mon coach Nicolas Lebrun, qui est maintenant mon coach depuis 4-5 ans, qui lui m'a dit oula, ouais d'accord, hein, ouais, il faut vraiment que tu apprennes à courir parce qu'il y a rien qui tient, quoi, il y a tout qui marche pas. Donc c'est lui qui m'a vraiment mis dans la technique de course à pied, quoi. Il m'a fait faire je me suis musclé les pieds, j'ai essayé de me remettre plus dans l'axe, de travailler pas mal les postures et tout pour qu'ensuite il y ait un minimum de châssis pour pouvoir allonger petit à petit les distances. Et donc visiblement ça a porté ses fruits puisque tu as un palmarès qui est assez étourdissant. Pour en citer que quelques lignes parce qu'il y en a beaucoup. Tu fais gagner la 6000D en 2017, le Mute Madère en 2018, la Maxi Race en 2018 et la XXL Race en 2019, mais aussi la Pyramenta d'été mixte, la Transrocky aux États-Unis en équipe mixte avec ta compagne Cathy. Et tu as signé un phénoménal top 10 à l'occasion de ton premier UTMB en 2019. Bref, la liste est encore extrêmement longue. On pourrait passer l'épisode à en lire chaque ligne de ton palmarès. Hormis l'UTCAM dont on va aujourd'hui beaucoup parler, est-ce que tu as le souvenir d'un moment, d'une rencontre, d'une bascule sur une de ces courses où tu as senti qu'il se passait quelque chose, un moment qui aurait profondément marqué ton parcours, dont tu te souviens aujourd'hui, qui a été assez structurant pour la suite? Je dirais peut-être que c'est plus des rencontres qui au final m'ont structuré et je pense que ça a été la rencontre premièrement avec Seb Camus, le team manager du team Garmin, qui m'a un petit peu aussi, pas seulement en termes de sport, mais surtout en termes de management et de gestion, où j'ai pu l'observer et voir comment lui gérait son team, tout le travail en fait que personne ne voit. Souvent les gens nous disent ah mais toi tu fais que courir. C'est vraiment réducteur en fait quand on est dans ces petits sports. T'as énormément de travail quand tu t'auto-manages. Donc ça c'est vraiment une culture qui m'a inculqué. Et ensuite j'ai rencontré aussi Peter Blanken qui était le distributeur d'Innovate en France, qui m'a aussi éclairé sur beaucoup de points du côté marketing et du côté de comment fonctionnent des marques. Et ça c'est super intéressant en fait de voir comment
les acteurs de ce milieu fonctionnent, et du coup ça te permet de mieux comprendre le milieu. Et ensuite, bah forcément, mon coach Nicolas Lebrun, qui est un ami avec qui maintenant, des fois, on s'appelle plus pour raconter des conneries que parler entraînement. Et en termes de course, c'est peut-être vraiment l'OCC où, en fait, c'était en 2015 le début où j'ai collaboré avec Nicolas. Et la première année, on avait fait beaucoup trop de volume, etc. Et ça m'avait un peu cramé parce que on savait pas d'où partir. En fait, on n'avait pas trop de points de départ avec ce sport. Donc oui, c'est vrai qu'en juin-juillet, j'étais complètement explosé. Donc on avait fait une grosse coupure. Et puis on s'était dit, bon, bah t'es inscrit à l'OCC. J'avais jamais fait plus de 30 kilomètres en course, même à l'entraînement. Et puis on s'est dit, bah on va le prendre comme ça. Et puis au final, je finis 3e. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Bon, voilà, c'était pas non plus... Prometteur. Ouais, voilà, c'était pas non plus le résultat de l'année, mais c'était quand même pour moi... en fait assez révélateur dans le sens où ok, bon ben je peux peut-être en étant plus sérieux sur plein de points, bah je peux peut-être prétendre à courir plus vite et faire du plus long, etc. Donc c'était un petit peu une agréable Prise de conscience de ton potentiel. Ouais, voilà, et une agréable révélation dans ce milieu-là. Donc surtout je regardais les autres courses avec des grands yeux, quoi, à chaque fois en accompagnant Seb Camus ou René Rovera dans le team Garmin. À chaque fois qu'ils faisaient la CCC ou l'UTMB, j'étais là, je me disais waouh, comment ils font, quoi, c'est énorme. Moi je savais que au bout de 22 km,8 c'était compliqué. Du coup je me disais waouh, ouais, un jour j'aimerais bien faire ça. Du coup voilà. On t'a vu rallonger les distances récemment, Germain. Est-ce que aujourd'hui tu as un format de course de prédilection? Est-ce que tu vas combiner et tu as besoin d'avoir des formats et des expériences très différentes? Qu'est-ce qui t'accomplit le plus aujourd'hui? Vers quoi tu as envie d'aller? En fait, moi j'aime bien essayer d'être très polyvalent, même si c'est très compliqué de nos jours, parce qu'il y a, tous les formats se spécialisent et il y a vraiment des gens qui se spécialisent sur des formats, genre il y a même des gens qui se spécialisent sur du 20 km et du 40 km. Et du coup, moi, j'aime bien essayer de faire un peu tout parce que j'ai vraiment du plaisir à courir toutes les distances. Bon, après, c'est sûr que voilà, il y a forcément une distance pour laquelle tu t'entraînes plus, donc t'es un peu moins performant sur d'autres distances et t'arrives forcément au milieu de gros cycles d'entraînement sur des courses un peu plus courtes. Mais moi, j'aime vraiment, tu vois, préparer, je sais pas, un 10 km l'hiver avec mes potes à la piste et ensuite, pourquoi pas faire un marathon et après faire des courses de ski alpi. J'aime vraiment tout. Des fois, je suis frustré, je me dis, je peux pas faire le marathon du Mont Blanc, c'est au milieu d'un autre truc. Mais la polyvalence, ça m'attire beaucoup. En fait, j'aime vraiment être capable c'est quelque chose qui m'attire. J'aime vraiment pouvoir être capable de changer de rythme, changer de distance. T'as l'impression que c'est pour maintenir l'envie? Enfin, t'as besoin de ça aussi pour garder la stimulation et justement pas rentrer dans une espèce de routine et de pratique un peu monothématique. Est-ce que c'est une façon pour toi aussi de te relancer à chaque fois sur des nouveaux projets, des nouvelles typologies de préparation et d'autres perspectives? Ouais, en fait, j'aime bien balayer toutes les vitesses parce que des fois c'est un peu frustrant en ultra où t'es toujours dans la gestion. Donc, et puis quand tu fais des centaines de kilomètres, tu peux pas aller aussi vite. Donc et puis c'est sympa de se dire ok, on fait une course courte, la dernière descente c'est à fond. C'est vraiment dans l'optique de balayer toutes ces vitesses et comme tu dis, d'essayer de briser cette monotonie, de pouvoir courir avec un gros sac à l'UTMB, de pouvoir courir avec une flasque à moitié pleine au Trail du Ventoux. Enfin, pouvoir essayer des bâtons. Ouais, pouvoir courir avec des bâtons, pouvoir courir sans, pouvoir. On en reparlera un peu plus tard. Pardon pour la private joke, mais ce sera une des choses qu'on évoquera à la fin de l'UTCAM. Ouais, voilà, j'ai un peu cette idée, même si je tends forcément, mes objectifs sont sur l'ultra, mais voilà, que ça soit quelque chose de très technique, quelque chose qui frise avec de l'alpinisme ou du ski, j'aime vraiment tout, quoi. Je suis frustré de pas faire plein de sports, je suis frustré de pas faire plus d'escalade, plein de trucs comme ça, c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Merci beaucoup pour cette intro, Germain.
place désormais notre redoutable séquence de la basket chinoise. Donc, c'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise pour toi, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu? Spider-Man. D'accord. Ouais, je trouve ça assez hallucinant de pouvoir comme ça, là, enfin, aller d'immeuble en immeuble avec un truc qui colle, là. Enfin, je me dis, waouh, ça doit être trop bien. Enfin, ouais, j'aime. Si t'avais eu ça à l'époque du Grésivaudan Express, t'aurais pu quand même faire la différence assez vite. Ouais, Avec des toiles d'araignée comme ça, là, ouais. Mais du coup, ouais, enfin, je sais pas, ouais, cette sensation, tu vois, t'es sur une liane constamment, quoi. Mais bon, après, ouais, il faut toujours avoir, tu vois, de la colle d'araignée, quoi. Si au moment t'as un appui, Ouais, il faut supporter la combi aussi H24. Ouais. Bon, après, ouais, franchement, moi, on me dit tu peux faire ça, je mets la combi, quoi. Hein. Je suis même prêt à mettre celle du Marsupilami. Ça doit être des bonnes sensations, quand même. Donc ouais, si je peux me réincarner en Spider-Man, moi, ça me va. Bon, je le dis à la française, hein, mais bon, faudrait dire Spider-Man, tu vois. Mais bon, ouais, déconner quand même. Voilà. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, laquelle serait-il? Bah, j'aime bien le chien. Ouais. T'en as un, tu peux nous en parler. Oui, c'est le chien de mes parents, Ranco, mais on l'a souvent. Il vient souvent en stage avec nous. C'est en garde partagée. Voilà. C'est un faux border collie. Il est croisé avec un patou. Donc, je sais pas ce que c'est un patou. Un patou, tu sais, c'est les chiens de troupeaux qui gardent des troupeaux l'été, les gros chiens blancs, là. Je sais pas si tu as vu. Mais ça y est, je vais. Voilà. Donc lui, en fait, il est croisé avec un tout petit chien à la base qui est le border collie, qui fait une vingtaine de kilos, même pas. Et avec un gros chien qui fait plutôt 40 kilos, même plus. Donc, du coup, c'est un mix. Du coup, il est ni bon en endurance, ni bon en garde, tu vois. Il est un peu genre bon, mauvais partout. Mais il est gentil. Mais qu'est-ce qu'il est stylé, quand même, oui. Ce mélange. Ouais, voilà, c'est ça. Il est... Voilà. Cathy, elle appelle The Riviera Dog. Parce que, tu vois, c'est un peu un chien de la Côte d'Azur. Parce qu'il est un peu, tu vois... C'est pas un vrai, mais gentil. Donc tu serais, en tout cas, tu étais un animal, tu serais peut-être un Riviera Dog. Ouais, voilà. Non, j'aime bien le border collie. Je trouve que c'est un chien intéressant. Donc, ouais, j'aime bien ça. Dernière question, c'est le basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, tout sport confondu, qui est une source d'inspiration ou d'admiration de ta part? Ouais, bah moi j'aime bien les alpinistes, c'est des grimpeurs, c'est des gens qui m'inspirent pas mal. Quand j'étais jeune, je regardais pas mal Patrick Béraud, Erard Loretan, puis maintenant plus récemment Sean Villanueva qui est très rigolo aussi. Enfin, voilà, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup parce qu'en fait j'ai du mal à me projeter sur des choses comme ça. Du coup, ça m'inspire des gens qui... Tu admirais la performance, l'état d'esprit? Qu'est-ce qui résonnait chez toi? Ouais, c'est ça, c'est l'état d'esprit, la performance. Enfin, quand Patrick Béraud fait ses 4000 d'affilée, bon, bah, il va y perdre la vie à la fin, mais c'est énorme en termes d'engagement et surtout à l'époque, enfin, c'est des performances énormes et c'est des gens qui ont des philosophies de vie qui sont assez énormes, même Edinger, c'est quand tu re-regardes ces films, tu dis waouh, c'est magnifique, quoi. Et du coup, ouais, c'est cette prise de risque, mais mesurée pour eux parce qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et puis c'est aussi cette façon que tu as du mal à te projeter, quoi. Tu dis faire une phase comme ça. Et pour Sean Villanueva, dormir, je sais pas, 5 jours d'affilée sur un portaledge en train de jouer de la flûte, c'est énorme. Bah écoute, merci beaucoup Germain. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'UTCAM, autrement dit l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Pour présenter l'UTCAM en quelques mots, la course trouve son ancrage à Saint-Martin-Vésubie, domaine de trail par excellence et première station de trail des Alpes du Sud, et non pas du Sud-Est, ou pas, je sais pas peut-être. Elle s'est vue dotée en 2012 d'un kilomètre vertical, puis en 2014 d'une épreuve de trail. Empruntant des sections de la station de trail, les tracés de pure montagne regroupent ce qui se fait de plus beau en la matière, des alpages aux forêts d'épineux jusqu'au sommet ouvrant sur de somptueux panoramas. Preuve de l'incontestable attrait du site, l'épreuve a notamment servi de support au championnat de France de KV en 2013, à ceux de trail court et long en 2016 et d'étape du Trail Tour National court en 2017. L'événement qui se tient habituellement fin juin, début juillet a dû revoir ses plans en 2020, mais bien lui en a pris quand on connaît le dénouement positif et le plateau alléchant de cette édition à laquelle tu as participé. En effet, grâce à la motivation et la ténacité de l'équipe organisatrice, l'édition 2020 d'UTCAM a pu se tenir début septembre. Elle a donc été l'une des rares courses à avoir lieu en 2020, une année sinistrée dans le domaine de la course à pied et bien plus largement évidemment.
Au programme de la course de l'UTCAM sur laquelle tu t'es aligné, Germain, 130 km et 8700 mètres de dénivelé positif sur un parcours hyper exigeant, chose que tu ne manqueras pas de nous confirmer, avec le plaisir d'évoluer kilomètre après kilomètre au cœur de magnifiques paysages entre mer et montagne. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur l'UTCAM, qui m'a l'air d'être tout à fait de la bonne cam, si je puis me permettre. Il n'y a pas beaucoup de mots qui terminent par cam, j'ai cherché, c'est pas évident. À part webcam, mais ça ne marche pas, ça ne marchait pas. Donc impossible de ne pas mentionner, pour être plus sérieux dans cette introduction, un épisode très malheureux qui est survenu quelques semaines après la course à Saint-Martin-Vésubie et 13 autres communes voisines qui ont été frappées par le passage de la tempête Alex. Cette tempête qui a provoqué la mort de 9 personnes et fait 12 disparus. 14 communes ont ainsi été endeuillées et dévastées, des centaines de maisons emportées et des dizaines de kilomètres de routes et de ponts sont restés impraticables pendant plusieurs mois. Voilà, c'est un terrible souvenir qui a évidemment durablement marqué toute la région et je pense la France entière. Voilà, c'était un hommage en tout cas et des pensées qu'on leur adresse encore parce que j'imagine que les stigmates de cette catastrophe sont encore très présentes dans la région. C'en est fini voilà, de cette présentation de ta course épique. L'heure est venue maintenant, Germain, et ça c'est un moment extrêmement délicat, de te frotter à la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. La question qui pique, elle a parfois la particularité d'être tirée par les cheveux. Et bonne nouvelle, ça va être à nouveau le cas aujourd'hui. Je me suis dit que tu étais un très bon et très compréhensif client pour ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure en partageant 2,4% des lignes de ton palmarès. Tu as signé une tonitruante victoire sur la 6000D en 2017. Pour lui rendre hommage, je te propose une question qui pique sur un thème à l'échelle 1/6000e de ta 6000D, à savoir donc 1D. Je suis convaincu qu'avec ton esprit scientifique, tu ne vas faire qu'une bouchée de cette question qui pique que voici. Lorsque tu lances un dé, Germain, tu as une chance sur 6 d'obtenir un 3. La probabilité d'obtenir un 3 2 fois de suite est de 1 chance sur 36, 6 fois 6. Quant à la probabilité d'obtenir 3 fois de suite un 3, elle n'est plus que de 1 chance sur 216, 6 fois 6 fois 6. Imagine que tu viens de lancer un dé 3 fois de suite et que tu as obtenu à chaque lancer un 3. La probabilité que tu obtiennes un 3 à ton 4e lancer est d'une chance sur... 6 fois 216. On va vite fait comme ça. À 100 près. À 100 près, 1212. 1212. Germain, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est 6, enfin c'est la bonne réponse, c'est une chance sur 6 en fait, puisque tu lances le dé une 4e fois et la probabilité que tu aies un 3 sur ce 4e lancé, c'est de 1 sur 6. Ah, j'ai pas entendu que le 4e. Ouais, c'est le piège en fait, c'est tout le truc que je tends avant, une espèce de toile d'araignée, tu vois, que j'ai tendue et voilà. Et la bonne réponse était 6. Mais c'était fourbe. Non, en plus, j'ai toujours vraiment haï les probabilités. Vraiment un truc que j'aimais pas. Je me suis dit que le géologue que tu étais avait l'esprit scientifique, donc voilà, je me suis permis d'aller sur ce terrain. 6 factoriel et machin. Oh là, de Dieu. Ouais, des choses qu'on veut oublier tous de nos études, effectivement. C'en est fini de cette question qui pique, Germain. Merci de t'être prêté au jeu. On va maintenant parler de ta course épique à l'occasion de cette UTCAM 2020. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette édition ? Bah, du coup, je voulais vraiment... J'étais indécis entre 6 courses. Du coup, j'ai lancé un dé et je me suis dit, paf 1 sur 6, je suis tombé sur l'UTCAM. Donc du coup, non, plus sérieusement, comme tu l'as dit et évoqué, en fait, c'était une année où l'UTCAM était quasiment le seul ultra à avoir lieu en France. Je crois qu'il y a eu le course de l'Ain, un truc comme ça aussi, l'Ultra 1. Et en fait, l'UTCAM a pu profiter de cette fenêtre où il y a eu quelques événements. Et donc il y a eu cette course, à chaque fois c'était en même temps que d'autres événements type UTMB. Du coup je pouvais jamais y aller, en plus étant des Alpes-Maritimes, c'est vrai qu'à chaque fois je repoussais ma participation, et puis là je me dis bon c'est la seule édition de l'UTCAM, forcément il va y avoir un meilleur plateau, l'organisation a invité pas mal d'athlètes élites, on a passé l'été à la maison, je me dis feu quoi, c'est l'année ou jamais ou faire l'UTCAM quoi. Donc du coup, voilà, je me suis dit allez. Et est-ce que cette course, elle revêtait une dimension particulière pour toi dans la mesure où ça se tient dans une vallée proche de là où tu résides ? Est-ce que ça change des choses dans ta façon de l'aborder ou de l'apprécier ? C'est plus de pression, plus de plaisir, plus de connaissance du terrain et donc un avantage ? Ou est-ce que finalement ça n'a pas tellement d'impact pour toi ? Non, mais clairement, c'est clairement un plaisir de courir dans les Alpes-Maritimes. Et au final, on n'a pas beaucoup de grosses courses avec une dimension un peu plus nationale ou internationale. Et franchement, ça m'a fait grandement plaisir. Après, c'est vrai que le terrain, je le connais bien. Je le connais pas non plus sur le bout des doigts parce que j'habite la vallée d'à côté, la Tinée, qui
qui est bien sûr la plus belle des vallées, mais du coup, la Vésubie est pas mal non plus. Et voilà, non, c'est franchement c'est un réel plaisir de pouvoir courir dans les Alpes-Maritimes et d'avoir un ultra en France à ce moment-là. Donc voilà, ça faisait complètement sens pour moi. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une prépa spécifique pour cette UTCAM au sortir de cette période de confinement, nous l'avons dit, avec des perspectives qui étaient longtemps incertaines? Comment tu gères ça? Est-ce que tu organises ta prépa en disant et en te mettant en tête que la course aura lieu à 100%? Sinon, ça devient compliqué de se préparer. Comment est-ce que tu as géré tout ce qui t'a mené jusqu'au jour J? Ben non, j'ai pas du tout fait de préparation spécifique pour l'UTCAM parce que jusqu'à 3 jours, on savait même pas si l'épreuve allait vraiment avoir lieu. Parce que à l'échelle du territoire, certaines localités, enfin métropoles ou départements prenaient des décisions sur l'arrêté des événements. Et donc du coup, non, c'était vraiment très compliqué de se projeter. Donc du coup, je me dis bon bah si l'UTCAM a lieu, moi je suis sur place, je peux le faire. Donc du coup, pas vraiment de préparation spécifique, oui un peu de repos avant parce que forcément il faut se reposer pour faire ce genre d'événements, mais pas vraiment spécifique à l'UTCAM, non. Est-ce que tu avais justement une idée ou un sentiment sur ton niveau de forme? Est-ce que tu arrivais à jauger de ça ou est-ce que c'était un peu au feeling et très incertain? Est-ce que tu arrivais à te dire que tu étais en capacité de faire quelque chose de bien ou c'était impossible à jauger? Bah, après, hein, forcément, un manque de repères vis-à-vis des compétitions, puisqu'il n'y avait pas de compétition. Après, c'est vrai que sans compétition, on fait que l'été, on s'était beaucoup entraîné, et du coup, moins de déplacements, moins de périodes de récup post-compétition et avant compétition. Et au final, ça fait beaucoup d'entraînement. En juillet, on avait passé quasiment tout le mois avec Cathy entre le Valais suisse et Chamonix, donc on avait couru beaucoup, pas mal entre 3 et 4 000 mètres. Donc oui, non, j'avais forcément... Cathy, pardon, j'ai remarqué Cathy pour préciser pour les auditeurs qui est aussi donc inscrite sur l'UTCAM sur cette édition-là à tes côtés. Ouais. Oui, Cathy qui est ma compagne et qui est également inscrite à l'UTCAM. Donc ouais, voilà, c'était plutôt dans le cadre... on s'était pas mal entraîné plus version plaisir, version montagne, et puis de toute façon, quand tu fais pas mal de montagne, tu as généralement une bonne condition physique. Après, des fois un peu moins adapté à la course à pied pur. Mais ouais, voilà, j'arrive à l'UTCAM sans trop de repères compétitifs, mais forcément avec une bonne forme plutôt de... Et une grosse envie. Ouais, voilà, pas mal, vraiment une envie assez développée parce que ça faisait longtemps que je voulais la faire et que je pouvais pas la faire. Et que en plus, à ce moment-là, c'est peut-être le meilleur niveau qu'il y avait, le meilleur plateau qu'il y avait sur l'UTCAM. Donc je me dis, ouais, c'est trop bien, quoi. Cool. Ouais, tu viens de l'évoquer, la start list, elle était particulièrement relevée cette année-là, avec notamment une armada espagnole venue en force. Est-ce qu'il y a des concurrents, toi, dont tu te méfies? Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas que tu surveilles ou que tu imagines très compétitifs sur la course? Bah c'est vrai que les organisateurs avaient invité pas mal d'Espagnols. Il y avait Jordi, Gamito, Pere Aurel, Zaït Malek. Il y avait aussi Nathan Jouvet et quelques autres. Donc c'est vrai que après non, Jordi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Et après c'est vrai que les autres je connais très peu. Je sais qu'ils sont plus rapides que moi sur des formats plus 70 km. Donc du coup, je me dis bon, bah ça va être bien. Au moins ça va. Au moins voilà, ça va un petit peu se chamailler et puis voilà. Tu viens pour la gagne ou est-ce que tu viens avant tout pour faire le mieux que tu peux compte tenu des incertitudes sur ta forme et juste pour prendre du plaisir? Par définition, quand tu t'épingles ton dossard, t'es là pour jouer la première place? Bah, je pense que ça serait hypocrite de dire que non, quoi. C'est sûr que on s'entraîne tous pour faire du mieux possible. Donc forcément, quand on sait qu'on peut prétendre à la victoire, que ce soit sur n'importe quelle course, voilà, oui, c'est sûr qu'on aime bien dire oui, je viens ici pour le plaisir, pour apprendre, mais c'est sûr que si on te met en première position, tu vas tout faire pour la défendre, quoi. Donc oui, forcément, tu viens avec cette idée-là et cette idée de faire du mieux possible et et oui, on est tous quand même attirés par faire le parcours du plus vite possible et si c'est en première place, ben c'est tant mieux, quoi.
Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est un parcours que tu connais en tout cas en partie très bien. Est-ce que tu avais en tête une stratégie compte tenu de cette connaissance du terrain? Est-ce que tu avais un peu déjà défini des grands axes sur la façon d'approcher la course? Ou plutôt l'idée un peu de suivre le tempo et de te caler sur les pas des autres concurrents qui étaient à portée de chaussures à côté de toi? Comment est-ce que tu avais... Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une notion stratégique et une idée de gestion que tu as anticipée, ou c'était plutôt l'idée de se laisser porter par les sensations au fil de l'eau? Bah, c'est un peu un mix. De toute façon, en ultra, t'as toujours un plan A, un B, un C, et puis tu ajustes constamment, quoi. Donc forcément, moi, j'avais plutôt vu la course en deux parties, avec une première partie de nuit, à peu près 70 km, qui est assez roulante. Enfin, assez roulante, ça reste quand même assez technique, mais plus roulant par rapport à ce qui va se passer ensuite. Donc je m'étais dit, voilà, je vais essayer de pas faire d'efforts superflus dans cette partie-là, mais quand même rester au contact de la tête de course selon les sensations. Voilà, si je sens que bon, ça part au suicide, pour moi, je vais. Tu les regardes y aller. Ouais, voilà. Allez-y, partez devant. Voilà, mais c'est exactement ce qui est dur en ultra, hein. C'est toujours essayer de se recentrer sur soi-même et se dire, ok, quelle est ma vitesse? Est-ce que c'est une vitesse que je considère fluide? Parce que c'est ça avant tout, hein. C'est une vitesse qui va t'amener en fluidité jusqu'à la fin de course. Et un peu trop vite et un peu moins fluide, et c'est la catastrophe. Donc voilà, il faut toujours se demander si on est bien dans sa bulle, si on est bien dans sa vitesse, si on s'alimente bien, etc. Donc voilà, mon idée, c'est un peu de partir comme ça, de rester au contact, de voir comment ça évolue, et d'être plutôt dans l'observation par rapport à la tête de course et dans le contrôle, quoi. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de prendre le départ? Non, pas vraiment, non. Non, non. Serein. Ouais, c'est vrai que j'étais serein. Je suis sur un parcours que je connais, une région que je connais. Il y a beaucoup de gens que je connais le long du parcours. Tu renoues avec la compétition, ouais, tout ça, ça crée un contexte très favorable. Ouais, puis comme tu dis, beaucoup d'envie. Donc quand t'as vraiment envie, t'es vraiment serein parce que t'as vraiment envie de le faire. Tu te poses pas de questions, quoi. Ça y est, nous sommes le 3 septembre 2020, 22h. Tu t'élances sur les sentiers de l'UTCAM. Est-ce que tu peux nous parler des tout premiers kilomètres et de ta stratégie en observant Jordi parti en flèche en compagnie de Zaïd? Comment se passe le tout début de la course? Ouais, le début de la course, c'est dans un grand pré à Levins qui est assez proche de la côte, en fait. Et c'est un village un petit peu sur les premiers bastions rocheux des Préalpes, mais peut-être c'est à une demi-heure de la mer Méditerranée. Donc voilà, départ dans un grand champ. Effectivement, Jordi part assez vite à 3 et quelques kilomètres, et avec Zaïd, je me dis voilà, ils sont chauds, quoi. Mais bon, c'est toujours souvent comme ça les départs espagnols. Voilà, donc ils partent super vite, et voilà, j'essaie de rester plus ou moins au contact sans être au contact, mais rester un petit peu en retrait en regardant ce qu'ils font, quoi. En guise d'apéro, tu as une jolie montée suivie d'une courte descente de 200 mètres de D- qui est assez technique. Là, il y a déjà des premiers écarts qui commencent à se creuser. Ouais, bah dans cette première montée, Jordi décélère un peu et je me retrouve avec Zaïd dans cette montée. Et du coup, en haut de la montée, voilà, je suis avec Zaïd et Jordi un peu derrière, et Perret aussi derrière nous. Et là, dans cette courte descente, c'est vrai que Zaïd accélère franchement comme si, je sais pas, comme s'il faisait un 30 km, quoi. Et il doit me prendre peut-être une minute en 100 des moins, quoi. Et là, je me dis, waouh, ok, d'accord. Alors, soit il va tout descendre comme ça, parce que j'avais jamais couru avec Zaïd, ou soit, en fait, il descend beaucoup trop vite. Donc moi, voilà, je reste toujours dans cette dynamique. Je me dis, ok, bon, bah, je lisse mon effort. Si je rentre, je rentre. Si je rentre pas, je rentre pas. Mais voilà, je vais lisser mon effort petit à petit. Donc tu les laisses filer en pleine conscience. Tu gardes toujours quand même Zaïd en ligne de mire qui est pris encore un petit peu d'avance devant toi, et tu distingues sa frontale, et puis tu reviens un peu petit à petit sur lui sans nécessairement le vouloir. Vous échangez alors quelques mots sur le profil du parcours et les réjouissances qui vous attendent? Ouais, effectivement, comme tu le dis, petit à petit, je rentre dessus. Alors peut-être que Zaïd aussi m'a attendu parce que je sais pas si il est peu habitué à courir de nuit comme ça.
Donc peut-être que implicitement il m'a attendu. Bon, il s'est pas arrêté, hein, mais voilà, c'est vrai que la nuit, des fois, on a tendance à se mettre un peu en groupe et il y a des gens qui aiment pas courir tout seul la nuit. Donc je rejoins Zaïd et puis il me pose des questions sur le parcours. Il me dit c'est technique comment? Je lui dis bah c'est assez technique après. Du coup il est content parce qu'il adore le technique. Du coup voilà, et puis on progresse jusque. Et toi, tu lui livres rien sur ce qui lui attend, bien sûr, tu donnes des fausses informations. Non, je lui dis bah là c'est vraiment la partie facile quoi, hein, donc après c'est encore plus technique. Et du coup il se réjouit vraiment, il dit ouais bah c'est cool, c'est là où je suis le meilleur. Je dis ok bon ben cool. On va regarder ça. Donc là, à l'amorce d'une grande descente vers la Vésubie, aux abords du kilomètre 20, tu commences à nourrir le regret de ne pas avoir pris avec toi ton dictionnaire franco-espagnol, puisqu'il y a Pere Aurel qui fait la jonction et qui discute en espagnol, donc avec Zaïd. Donc toi, tu les observes et tu les laisses mener leur barque. Exactement, voilà, je me retrouve avec 2 Espagnols, et ça a été un peu le moment où en fait il y a plus trop eu d'échange dans le groupe de tête en termes de paroles parce que j'ai pris espagnol au collège et du coup c'est vachement loin quoi. Je capte plus grand chose. En plus je sais même pas s'ils parlent pas en catalan. Enfin du coup voilà ouais, une descente, il y a Perret qui revient et il commence à parler. Et puis là, ouais, c'est vrai que moi, je vais rester un peu rentré. Je serai toujours, soit je serai au contact avec eux ou 10-30 mètres derrière, mais c'est jamais moi qui vais faire le rythme. Et c'est vrai qu'ils vont souvent se parler, échanger. Et du coup, moi, je comprends pas grand chose et leur anglais est pas terrible non plus. Du coup, d'un commun accord. Enfin, tu restes dans ta bulle et dans ta course. Voilà, on s'est dit, bon, bah, on va pas se parler. Au moins, on est sûr de se comprendre, tu vois. Et donc là, ils imposent un rythme assez irrégulier, assez déstabilisant, à coup d'accélération et d'efforts pas tout à fait constants, à l'inverse de ce que toi, tu as envie de mener comme course finalement. Ouais, alors ouais, c'est ça en fait. On passe le ravitaillement de Utel au milieu de la nuit. Je crois que c'est au kilomètre 30, 35, un truc comme ça. Et donc là, c'est vrai que c'est assez particulier en fait, où le rythme est saccadé. Et un par un, ils vont accélérer à chaque fois. Alors il y a Zaïd qui va prendre 200, 300 mètres, voire plus. On va peut-être plus le voir. Puis derrière, Perret qui fait l'effort pour rentrer. Et ça va se répéter presque une dizaine de fois sur une trentaine de kilomètres. Et c'est assez saccadé et ça va quand même vachement vite. Du coup, moi, je me dis, ok, faut vraiment que je me concentre sur mon alimentation et que je lisse tout ça parce qu'il reste beaucoup de chemin, quoi. Donc moi, je me concentre là-dessus et voilà, quand l'un rentre sur l'autre, eh ben, il y a une chute de rythme. Tous les deux se mettent à marcher et se mettent à discuter. Et puis c'est l'inverse après. Du coup, c'est vrai que moi, ça me surprend. C'est la première fois que je vis ça. Est-ce que tu as l'intuition que ça peut être favorable, que c'est peut-être une erreur stratégique de leur part? Ouais, par expérience, je sens que ça peut m'être favorable parce que je sais que forcément en ultra, quand tu commences à jouer comme ça, alors tu payes pas directement, mais c'est un petit peu le revers de la médaille dans 4-5 heures, quoi. Donc je me dis bon bah je me reste concentré, moi je continue à m'alimenter, j'essaye de pas faire d'efforts superflus, mais toujours de rester au contact. Et puis on verra par la suite, étant donné encore plus que la suite est vraiment compliquée, quoi. Aux abords du kilomètre 60, tu amorces ta descente vers le ravito de Roquebillière. Il y a Zaïd qui semble alors connaître un petit coup de moins bien avant de repartir de plus belle, c'est ça? Ouais, alors là je remarque qu'en fin de compte le rythme de Zaïd de la première descente n'est plus du tout le même. C'est un rythme correct, mais c'est pas non plus un rythme très effréné. Et encore une fois, voilà, on descend et puis il y a des portions de piste à certains moments, puis ils se parlent. Et puis non, par contre, avant d'arriver au ravitaillement, peut-être 3-4 kilomètres, voilà, ça repart vraiment très très vite. Alors peut-être qu'il y avait une stratégie pour entrer au ravitaillement en premier, ou je ne sais pas. Mais du coup, encore une fois, ce rythme saccadé qui continue, quoi. Le kilomètre 70, tu nous l'as dit, Germain, il correspond à un petit peu plus de la mi-course, mais il marque surtout la bascule dans un nouveau chapitre de la course particulièrement exigeant. Comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette deuxième partie de course? Est-ce que là, ces 70 premiers kilomètres pour toi se sont effectués sans encombre et donc tu es dans les meilleures dispositions pour ce qui t'attend à ce moment-là?
Oui, je me sens bien. Après, j'ai quand même conscience que c'est parti quand même vite et qu'on est sur des moyennes horaires qui sont assez élevées. Donc, c'est pour ça que j'essaye vraiment de me concentrer sur mon hydratation et sur mon alimentation. Et j'ai déjà conscience qu'il y a un de nous ou même deux ou trois qui vont complètement exploser à un moment parce que voilà, c'est un rythme qui est vachement élevé avec des coureurs qui ont plus tendance à courir 70-80 km et j'avais presque l'impression qu'on était parti sur une course comme ça, quoi. Alors que derrière, en fait, on arrive kilomètre 70, comme tu dis, il reste 10 kilomètres assez fluide, puis après, on prend presque 4 fois 1000 mètres, quoi. 4 KV, avec des descentes qui sont loin d'être évidentes, très techniques, le plus technique, même la dernière est hors sentier. Donc là, je me dis, ouais, ça va, Vers la casse. ouais, ça va, des bouchons de champagne, il y a tout qui va péter. Donc, je me dis, bon, faudrait pas que je sois aussi dans le lot, quoi. Donc c'est pour ça que ouais, encore une fois, je préfère des fois vraiment les laisser, peut-être même 1 minute 30, se chamailler, et je me dis quoi, 1 minute 30 sur 130 km, c'est pas très grave, quoi. Le jour commence à se lever et à l'approche effectivement des 4 montées très costauds dont tu viens de nous parler, tu reviens sur Zaïd et également Perret que tu dépasses, donc tu te positionnes en deuxième place sur la course, c'est ça? Ouais, en fait, Zaïd commence à aller un peu moins vite. Et moi j'étais avec Zaïd et du coup Perret revient sur nous, je crois qu'il s'était arrêté un peu plus longtemps en ravitaillement et nous passe très rapidement et fait un trou très rapidement aussi. Moi je me rends compte que Zaïd n'est plus avec moi et que Perret est peut-être une 30 devant à l'amorce de la première longue montée, du premier un peu cavé je dirais, qui nous amène au relais des merveilles dans la vallée de la Gordolas. La partie commence à être vraiment montagneuse dans le parc du Mercantour. Et donc là, voilà, assez rapidement dans le début de cette montée, je reviens sur Perret. De façon choisie, est-ce que c'est toi qui décides de repartir à l'offensive ou ça se passe naturellement, c'est plutôt lui qui baisse de régime? Bah, je le vois un peu devant et je me dis, bon, bah, je vais essayer de rentrer avec lui. Au moins, peut-être qu'on peut avoir une dynamique de progression. Et en fait, sur une route en faux plat montant, juste avant de commencer vraiment cette partie plus raide, voilà, je le dépasse. Et c'est vrai que là, je me dis, bon, peut-être que au lieu de me mettre plus à son rythme, je vais continuer. Et à ce moment-là, en fait, très rapidement, je vois qu'il accroche pas du tout mon rythme. Et du coup, question pour moi, je me retrouve au kilomètre 75 ou 80, même je crois que c'est 75. Je me dis, ah ok, voilà, je me retrouve tout seul et je me dis, ok, donc il me reste 55 kilomètres tout seul. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, ouais, ça m'était jamais arrivé en fin de compte, vraiment d'être seul en tête d'un ultra, c'est aussi hyper dur à gérer dans le sens où des fois tu te mets un petit peu, tu sais plus trop quel rythme aborder, quoi. D'un moment à l'autre, tu te retrouves en suiveur, gestionnaire au mec qui est devant ou qui doit plus ou moins imprimer le rythme, son rythme, mais quel est mon rythme? Voilà, c'est plein de questions comme ça. C'était vachement enrichissant. Et sur lesquels t'as pas de réponse, t'as pas de conviction, d'intuition sur la façon dont tu dois gérer justement cette position et les 50 km qui t'attendent Ouais, encore? je me dis, voilà, j'ai les 50-55 derniers kilomètres avec presque 4000 mètres de dénivelé. Moi, un truc qui me correspond plus dans les chiffres. Et je me dis, ok, maintenant, faut que tu gères ça. Il faut que tu adaptes ta vitesse. Faut pas que tu ailles trop vite ni trop doucement. Donc, ouais, voilà, c'est super intéressant, mais en même temps, voilà, c'est super nouveau pour moi. Donc, ok, je me dis, bon, ben voilà, maintenant, tu te concentres sur tes sensations, sur tes besoins alimentaires, etc. Et puis voilà, faut vraiment rester focus sur mes sensations, lisser les moments négatifs et profiter des moments où je me sens mieux, quoi. Après la première montée-descente de cette série de 4 dont tu nous as parlé, tu arrives au relais Les Merveilles au kilomètre 86, une base de vie où tu as le plaisir de retrouver ton assistance. Les nouvelles sont alors très bonnes sur l'avance que tu as sur tes poursuivants. Comment est-ce que toi tu interprètes cet écart? Qu'est-ce que ça t'évoque, le fait que tu aies réussi à creuser ce trou finalement assez rapidement? Oui, effectivement, on me dit que là j'ai un quart d'heure d'avance sur le deuxième, qui n'est plus Perret mais Zaït. Donc je me dis ok, donc Perret est en train de connaître un moment assez compliqué, mais Zaït peut-être est en train de plus lisser son effort.
Et je me dis que quand même un quart d'heure en si peu de temps. Alors, soit j'ai vraiment accéléré trop vite, ou soit derrière c'est complètement en train d'exploser. Donc voilà, ça me rassure dans ce sens-là. Et puis quelque part, c'est aussi bien que j'ai cette avance assez grosse en si peu de temps. Parce que je me dis, ok, bon là, il faut vraiment que je lisse mon effort et que peut-être que je réduise un poil ma vitesse, parce que au final, j'ai peut-être accéléré un peu trop fort avec l'euphorie de passer en première place. Des fois, tu sens pas forcément ce que tu fais. Du coup, je me dis, ok, bon, bah, réduis un peu ton allure, essaye d'être sur quelque chose de plus constant, et on verra au deuxième pointage ce que ça dit, quoi. Donc tu franchis ensuite la deuxième et la troisième montée au rythme que tu viens d'évoquer, maîtrisé, on va dire. Tu es toujours en tête alors que tu arrives au dernier ravito au Boréon, qui est situé à environ 25 km de l'arrivée. Ton avance n'a cessé de se creuser. Comment est-ce que tu décides de gérer cette ultime pause à Boréon? Ouais, bah, comme tu me dis, c'est le dernier ravito avec l'assistance. Donc, c'est vrai que j'arrive ici et je crois qu'on me dit que j'ai à peu près 45 minutes d'avance. Ou 35, je sais plus. Et là, tu te dis, c'est la fiesta. Ouais, en fait, là, bizarre, en fait, je décide de faire une longue pause. Je me dis, bah, comme si en fait dans ma tête, ok, bon bah la course est quasiment finie, alors qu'il me reste quasiment 1200 mètres de dénive d'un coup, avec une descente hors sentier. Pareil, il faut redescendre à Saint-Martin, donc c'est 1200 des plus et quasiment 1500 des moins, quoi. Et très technique. Mais du coup, je sais pas, en fait, j'arrive là, on me donne cette avance et je me dis, ah ok, bon, j'avais pas l'impression d'avoir vraiment mis un rythme extrêmement soutenu, mais je me dis, ok, bon, bah, ça veut dire que bon, je dois pas être trop mal en termes d'allure. Et ouais, j'ai un peu l'impression d'avoir stoppé ma course ici. En fait, je me relâche complètement et je me dis, bon, tiens, bon, je vais profiter du ravito. Je commence à manger plein de trucs que j'avais pas prévu, genre des pâtes, des trucs comme ça. Et puis j'ai des potes qui sont autour de moi qui me font plein de blagues et je commence à me sortir petit à petit de la course, à blaguer avec eux, etc. Et je me dis, bon, bah, je vais m'arrêter 10 minutes, puis je repartirai, quoi, tranquille, ça va me faire du bien. Et en fait, pas du tout, quoi. Dès que tu relances, donc dès que tu repars de ce ravito, tu fais le constat que cette coupure, elle te met quand même pas mal en difficulté et qu'elle pourrait être préjudiciable pour la fin de la course. Ouais, en fait, je réalise direct, en fait, que j'ai fait une erreur de m'arrêter beaucoup trop longtemps. Ça m'a sorti mentalement de la course. Et un petit peu, ouais, un petit comme si mon corps s'est complètement relâché. Il n'est plus trop dans cette course et je repars et j'ai les jambes carrées, je suis plus trop dedans. Et je me dis, oula, j'ai vraiment fait une erreur. En plus, il y a un gars le long de la route qui me dit, voilà, Germain, super foulé et tout. Je me dis, oh, putain, lui, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Là, ça C'est de la va provoque. pas du tout. Et même lui se fout de ma gueule. Alors je dis, ah, c'est pas possible. En plus, pour l'anecdote, le gars s'appelle Serge. Du coup, Ah ouais, un ouais, prénom que du tu coup, aimes bien. ça me fait rire intérieurement. Je dis, là, lui, vraiment, il se fout de ma gueule. Et donc, voilà, compliqué. Je me dis, ok, il va falloir que je m'accroche, parce que là, je vais prendre, je pense que ça va durer un bout de temps. Faut que tout se remette en route, le mental, le corps, etc. Est-ce que tu as un sentiment de panique à ce moment-là quand même? Est-ce que le fait justement que ça marche moins bien physiquement, tu t'amplifies les mauvaises sensations que tu as et tu te dis que tu es en train de perdre la course et que, enfin, à la limite ça t'écrase encore plus et ça rend encore plus difficile la relance et ta capacité à te remettre à flot? Bah non, justement, j'essaie de chasser ces premières. Tu arrives à contrôler quand Ouais, même, ouais. j'essaie de chasser ces premières, on va dire, émotions négatives. Mais oui, clairement, c'est vrai que j'ai- je me suis arrêté trop longtemps. Du coup, musculairement, j'ai l'impression de m'être un petit peu rouillé, etc. Donc oui, je sais clairement que sur le moment, j'ai fait une erreur. Mais voilà, j'essaye de me remobiliser et d'avancer coûte que coûte. Alors forcément, je pense que voilà, j'ai eu presque 2 heures vraiment complexes et après c'est allé de mieux en mieux. Mais ouais, j'ai été assez content de pouvoir gérer ce moment de flow, quoi. Comment ça se gère justement? Je sais pas si tu peux dévoiler tes trucs, mais sur cette partie mentale, comment est-ce que tu as réussi à quand même tout remettre à l'endroit? C'est quoi les trucs auxquels tu t'accroches pour 7h30, 2 heures là sur lesquelles tu as été en grande difficulté? C'est quoi les perspectives qui t'aident à tenir? Ou le schéma mental que tu essaies d'imprimer? Ben, c'est assez simple, il faut vraiment rester dans le moment présent, quoi. Faut pas penser à ce qui s'est passé avant ou après, à se dire, oh, ok, j'avais 45 minutes d'avance, on est plus que 12, ou se dire, ok, bon, bah là, je me sens pas bien, du coup, je vais pas finir.
il faut vraiment rester dans le moment présent, se rappeler pourquoi tu es là et que au final tu es quand même encore en tête. Tu vois, parce qu'on a toujours, on essaie toujours de se projeter, se dire oh là ça va mal, du coup ça va pas bien se passer. Donc voilà, rester sur le moment présent, se dire que bon là on est encore dans la course, on est encore en tête, on est là, et qu'au final. Et excuse-moi, mais juste pour préciser, là, quand tu dis instant présent, c'est vraiment le caillou là qui est juste devant toi, ou c'est là les kilomètres à venir, les 2-3 pensées à raisonner à court terme ou au prochain ravito. C'est vraiment là, c'est la seconde que tu vis là. Voilà, c'est se concentrer, pousser sur les bâtons, avancer maintenant, voilà, passer cet obstacle, l'autre. Enfin, c'est vraiment à l'instant, maintenant, quoi. C'est pas penser à ce qui va se passer dans 30 mètres, quoi. C'est vraiment sur l'instant. Pour moi, ça te permet de bloquer ton esprit et rester vraiment focus sur ce qui se passe maintenant, quoi. Et du coup, voilà, c'est toujours se rappeler que voilà, ce qu'on fait c'est bien, qu'on est toujours dans la course et qu'au final, voilà, on est en train de vivre un moment plus intense. Essayer de pas utiliser des mots dans son esprit qui sont négatifs, tu vois, un moment dur, un moment compliqué, c'est toujours négatif, mais voilà, tu te dis que tu es en train de vivre un moment plus intense, que tu dois surpasser et que ça va, pour sûr, ça peut que aller mieux. Voilà, donc c'est toujours dans cette dynamique, quoi. Est-ce que tu as un doute à ce moment-là sur ta capacité à garder le cap et à préserver ta première place? Ou tu es serein, ou c'est une question qui se pose même pas parce que ce que tu nous as expliqué juste avant, tu es dans l'instant, donc il n'y a pas de calcul? Ouais, non, j'essaye vraiment de rester dans l'instant et de pas me focaliser là-dessus et d'attendre de penser à ça quand ça ira mieux, quoi. Donc non, là je pense que c'est pas toujours évident de rester dans cette dynamique-là, mais je pense que j'ai bien réussi à y rester cette fois-ci en tout cas. Il t'arrive un dernier épisode un petit peu fâcheux, à quelques kilomètres de l'arrivée, on l'a très rapidement évoqué tout à l'heure avec les bâtons. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et puis toi ton rapport au bâton, si je puis me permettre, dans tes précédentes courses et ce qui s'est passé plus spécifiquement sur ces derniers kilomètres de l'UTCAM et le vilain tour que ce bâton a failli te jouer? Oui, effectivement, les bâtons pour moi, moi je viens du ski, alors à chaque fois c'est vrai que je faisais des blagues et je disais oh les bâtons c'est pour skier, je prendrai jamais de bâton et tout. Donc j'ai toujours dit ça et puis puis en fait non, je me suis rendu compte que en faisant l'UTMB en 2019 dans la première montée, quand j'ai vu tout le monde sortir les bâtons et j'ai vu en fait le rythme course UTMB, je me dis oh là là, t'as vraiment fait une erreur. Mais c'est pas grave, il te reste 160 km sans les bâtons, tu vois. Du coup, je me suis dit waouh, OK, bon, j'ai vraiment compris en 2019 qu'en ultra, voilà, il fallait que j'utilise les bâtons, d'autant plus que je sais m'en servir avec le ski de rando qu'on fait l'hiver. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc en fin de compte, sur cette UTCAM, c'est ma première course avec bâton. Et donc j'arrive dans Saint-Martin, je sais pas, à 200 mètres de la ligne, Saint-Martin de Vésubie. Et du coup, c'est une route pavée et je coince mon bâton dans un pavé et je suis à deux doigts de me luxer l'épaule en fait, puisque ma main reste dans la dragonne. Et du coup, ça me fait marrer. Mais bon, ça va, l'épaule ne s'est pas luxée. Ton épaule un peu moins. Ouais, voilà, mais du coup, c'est vrai que c'était un clin d'œil rigolo par rapport à ça. Mais du coup, il y a même il y a même un pote qui m'a filmé et c'est très rigolo à regarder, ouais. Tu conclus ces 130 km à une fabuleuse première place après 17 heures, 4 minutes et 47 secondes de course. Qu'est-ce que tu ressens à l'instant où tu franchis la ligne d'arrivée? Je suis content d'être passé à travers ce moment vraiment compliqué de fin de course. Généralement, ouais, on est souvent content quoi qu'il arrive avec la performance, on est souvent content d'avoir un petit peu dompté les moments difficiles. C'est ce qui est le plus dur en ultra, c'est enfin, pour ma part, c'est vraiment, c'est vraiment de lisser ces temps faibles. Et ça apporte beaucoup de satisfaction, je pense. Pouvoir contrôler et essayer de passer à travers ces temps où tu peux complètement t'écrouler, quoi. Est-ce que cette satisfaction, elle est aussi amplifiée pour le fait que ce soit des distances qui sont quand même encore, on l'a dit, mais assez nouvelles pour toi? Est-ce que c'est aussi un motif de satisfaction additionnel, je sais pas, peut-être de trouver des choses sur ces plus grandes distances que tu découvres, sur lesquelles en tout cas tu te consacres un peu plus aujourd'hui? Ouais, non, c'est clair, c'est au-delà de la distance, que j'avais déjà fait plus long avec l'UTMB, mais c'est le temps de course qu'au final qui est de 17 heures. C'est quand même vachement long. Donc oui, du coup, j'étais assez content parce que la course est assez pleine
en fin de compte, dans la gestion, il n'y a pas eu trop de coups de mou à part ce dernier. Et c'est vraiment important. Je suis un peu à la recherche de ça, d'essayer de faire des courses pleines, même si c'est très dur. Ou du moins d'essayer de vraiment manager ces temps faibles pour que en fin de compte ils soient pas si éloignés que les temps forts en termes d'intensité, et c'est uniquement mental. Je pense qu'on est tous à la recherche de ça, voilà, essayer que la course se passe le mieux possible sur le temps de course, et voilà, essayer d'avoir une course pleine en termes d'alimentation, d'hydratation, de gestion du mental, de gestion de la chaleur, etc. Et j'ai eu l'impression que j'ai bien géré tout ça par ce coup de mou à la fin, donc Ouais, t'as maîtrisé ta course. ouais, je suis assez content pu faire ça, pas avoir, je sais plus parler, d'avoir pu compléter cette course de cette manière-là. Et pour ce qui va se passer dans les années à venir, c'est quand même quelque chose sur lequel je peux me reposer. Voilà, il y a des choses que j'ai mis en place qui vont pouvoir être mis en place dans le futur. Donc ce point-là est vraiment intéressant, quoi. Tu devances de près de 50 minutes Nathan Jovet, dont on n'a quasiment pas parlé jusqu'ici et qui lui bouclait son premier véritable ultra et que tu n'as jamais croisé sur la course. Jordi il complète le podium, Zaïd a lui été contraint à l'abandon et Perret termine 11e, plus de 4 heures après toi. On le savait, mais comme quoi en ultra, rien n'est jamais joué. Ouais, c'est ça qui est assez marrant sur cette course, qu'au final, je me retrouve sur le podium avec des athlètes que j'apprécie beaucoup. Jordi, avec qui j'ai échangé pas mal déjà sur la Maxi Race, on était déjà en train de tirer un peu la bourre. Et Nathan, qui est pour moi la nouvelle génération et qui a fait une course vraiment sage et intéressante. Et du coup, c'est marrant de partager ce podium. Au final, voilà, Jordi, j'ai peut-être fait 3 kilomètres avec lui au départ. Et Nathan, je l'ai jamais vu dans la course. On me disait qu'il était là. Et petit à petit, il a fait une course super intelligente. Et comme tu dis, voilà, c'est jamais joué en ultra. Et voilà, les deux Espagnols avec qui, au final, c'était beaucoup plus intense pendant près de, 8 heures, 9 heures. Au final, c'est vrai que ils sont pas sur le podium avec moi, et oui, voilà, c'est un clin d'œil qui est sympa par rapport à ce qui peut se passer dans ces disciplines, quoi. Cathy s'est également brillamment illustrée en remportant la course chez les filles en finissant 7e au scratch. Elle a déclaré juste après la course que l'UTCAM c'était l'ultra le plus technique et le plus difficile qu'elle ait jamais couru. Est-ce que tu partages son sentiment ? Ouais, ouais, déjà quand tu vois le temps de course, 130 km, 17 heures, la fin est interminable. Et en fait, ce qui est assez dur, c'est que voilà, tu te lances dans la course et les premiers 70 km sont pas non techniques, mais ils sont assez similaires à n'importe quel type d'ultra que tu peux faire, même si c'est un peu plus technique peut-être que certains. Donc tu dis, oh, ça va, ouais, c'est vrai, l'UTCAM, c'est un peu technique, mais ça va. Et après, voilà, tu te retrouves dans la dernière partie où t'avances guère et ça devient très technique. Et en plus, cette dernière descente était complètement hors sentier, quoi. Donc tu te retrouves à dévaler presque 1000 mètres hors sentier, dans des éboulis, puis après dans des bouts de prairies alpines avec des trous de marmotte, tu vois, c'est sympa, quoi. Et du coup voilà, ça renforce le fait que c'est super technique, et puis ces longues montées de 1000 mètres, même plus, font que voilà, c'est long à la montée, c'est long à la descente, et puis tout ça concentré dans le final fait que c'est quand même super technique. S'il y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de cette UTCAM ? Si je t'en parle dans 20 ans, à ton avis, quelle est l'image qui pop dans ton esprit instantanément ? Ce qui pop, c'est le fait que ça soit mon père qui m'ait fait l'assistance et que c'était vraiment sympa à vivre avec lui parce qu'il connaît la région, il savait où c'est, il est très peu axé technologie, c'est quelqu'un qui connaît pas comment on utilise Google Maps ou ces choses-là, et donc c'est vrai que l'avoir sur cette course, c'était assez sympa parce que j'avais pas grand chose à lui briefer puisqu'il connaissait les lieux, il connaît les Alpes-Maritimes, et puis voilà, c'était un partage entre nous à la maison. Voilà, il était très ému à l'arrivée, et moi aussi, et c'est une image qui est vraiment sympa pour moi. Et pour l'anecdote, il m'avait fait aussi le ravito quand j'avais fait les championnats de France de trail sur ce parcours-là.
qui était 50 km, mais j'avais fait quatrième et il m'avait fait les ravitaux aussi parce qu'il connaît. Et voilà, j'avais l'impression que c'était un petit peu la continuité de ça, que lui voit aussi ma progression et ouais, voilà, c'est vraiment une image qui va rester gravée en moi plus que la course, et c'est ce partage-là. Merci beaucoup Germain pour ce récit absolument passionnant et cette performance incroyable. On va parler un peu maintenant de ton avenir. Tu as malheureusement été contraint à l'abandon tout récemment sur la Varedo le week-end dernier. Est-ce que c'est plus sur ton état de santé? Est-ce que ta saison 2021, elle est compromise ou c'est encore incertain? Et sinon, est-ce que tu as des grands rendez-vous à ton calendrier pour cette fin d'année, pour 2022? Qu'est-ce qui se dessine pour toi? Oui, effectivement. Ça fait plein de questions en une. Oui, ça fait trop, hein. Une question achetée, une question offerte. Ouais. C'est clair. Tu peux répondre oui, non, non. Voilà, oui. c'est des soldes. Ouais. Non, oui, comme tu dis. Non, mais surtout, on espère que la santé est bonne et puis qu'on va avoir le plaisir de te revoir sur des courses là. Si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, j'ai dû abandonner au kilomètre 95. Bon, ça faisait 10-15 kilomètres que je marchais, hein. Ouais, petit à petit, je sais pas, j'ai eu un problème de hanche fessier. Petit à petit, j'ai eu un gros blocage sur mes hanches et mes fessiers, chose que j'ai jamais eu avant. Donc voilà, je suis en train de voir pour élucider un petit peu ce problème. Et du coup, voilà, ça fermait complètement la foulée. Voilà, à part avoir une amplitude de 2 centimètres et demi, c'était impossible de courir. Donc voilà, j'ai fait la dernière montée avec les... Il y avait encore Serge sur le bord de la route qui disait que tu avais une belle foulée. Non, ouais, du coup, je me suis dit, bon, voici quand même, il y avait des Italiens qui me disaient grande, et j'avais envie de leur dire non, pas du tout. Calme-toi, je n'avance pas. Donc, ouais, et puis il me disait encore, ouais, c'est bien, t'es encore dans le top 10. Je dis, oui, ça fait 10 km que j'avance plus. Mais ouais, donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Et surtout, en fait, c'est pas seulement que ça va aller mieux, c'est qu'il faut trouver des solutions et des origines à ce problème parce que voilà, forcément, on veut pas que ça se reproduise et donc c'est le plus important dans ces efforts-là, c'est de trouver l'origine du problème pour pas que je sois confronté à ça sur une autre course. Voilà, on est habitué aux douleurs en ultra, hein. On a tous des douleurs partout, hein, c'est normal, mais là, je pense que voilà, il fallait que je m'arrête pour éviter de trop solliciter mon corps et surtout en vue des courses qui arrivent après, donc je préfère m'arrêter et prendre 10 jours complètement off que un mois, quoi. Donc voilà, en vue de l'UTMB qui reste quand même l'objectif de l'année, j'ai préféré mettre le clignotant même si c'est quand même très dur à encaisser, quoi. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli? Est-ce que tu as un rêve secret ou pas secret, mais un Graal? Ouais, j'aimerais faire plein de trucs. J'aimerais bien faire du parapente. Là, il y a un gars que je connais des Alpes-Maritimes que j'ai suivi sur la X-Alpes, Benoît Houters, ça a l'air énorme. C'est une course en fait où tu pars une dizaine de jours avec ton parapente et à pied et tu dois checker des balises. Ouais, ça a l'air énorme. Tout comme faire un Ironman, c'est un truc qui me plairait avec mes années vélo d'avant. Je pense que je pourrais avoir du plaisir à le faire. Bon, après la piscine, je suis vraiment pas fan, mais on peut trouver des solutions. Plus de montagne, plus de ski, voilà. Plein de choses. Mais je pense que ouais, voilà, j'ai quelques objectifs en course à pied, mais je sais pas si c'est quelque chose que... Je sais pas si à 45 ans, je ferai encore des ultra-trails, quoi. Je ferai peut-être autre chose, quoi. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous? Oui, moi le mien c'est « Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient ». Et voilà, ça me fait rire parce que c'est une approche minimaliste, c'est ça? Ouais, et puis c'est aussi... de la possession. C'est aussi c'est la parodie des inconnus et de la secte. Je sais pas si ça dit quelque chose, de Skippy. Voilà. Et au final, c'est un truc qui est extrêmement marrant, mais qui est profond de sens, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça, voilà, j'aime bien déconner
Et du coup, voilà, c'est un proverbe qui vient d'une parodie, donc un truc qui est pas sérieux, mais au final, voilà, quand tu l'analyses un peu, c'est tellement criant de vérité, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui à chaque fois m'anime dans plein de choses, quoi. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non. Et puis après, une fois que je l'aurai, ça va me faire chier. Il va falloir que j'assure tel bien, tel machin, tel truc. Je dis, bon, bah, ça sert à rien. Allez, hop. On passe pas à l'action. Voilà. Et on consomme un peu moins. Ouais, au final, ouais, voilà, des fois tu acquiers des choses et au final tu te rends compte qu'elles sont source de stress ou voilà, c'est des choses que tu dois gérer. Voilà, au final, si tu les as pas, bon ben, c'est plus de temps que tu as à te consacrer à toi-même et à ce que tu aimes vraiment. Donc voilà, pour moi, c'est criant de vérité. Merci Germain, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique, riche de rebondissements avec ta verve à nul autre pareil et ton légendaire sens de l'humour, ça fait un bien fou. Bravo encore à toi pour cette remarquable performance qui va en appeler évidemment beaucoup d'autres. Sois sûr en tout cas qu'on va te suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection sur tes prochains défis et tout ce qui va se présenter à toi dans les mois et années à venir. Merci encore en tout cas pour nos échanges Germain. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures et puis je te dis à très bientôt. Eh ben merci à toi et puis merci pour ton podcast et ce travail. C'est cool, j'ai passé un bon moment. Eh ben écoute, plaisir partagé, ça a été très très chouette. Merci en tout cas pour ta disponibilité Germain et je suis sûr que ta course épique a captivé nos auditeurs. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.